En Russie, on poursuit avec notre invité Jean-Robert Ravio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur des universités en études russes contemporaines à l'université Paris-Nanterre. Alors l'inconnu de cette élection, on vient de le dire, ce n'est pas tant le nom du vainqueur, mais plus le score qu'il fera. Vous diriez, en l'assumant, que c'est une parodie de scrutin ? Alors, je ne dirais pas que c'est une parodie de scrutin, je dirais que c'est un plébiscite. C'est pas du tout une élection démocratique dans le sens où le résultat est déjà connu et où l'objectif de cette élection, c'est pas de désigner un vainqueur qui est déjà tout à fait identifié. J'ajoute que même un de ses rivaux a dit que Poutine fera un score extraordinaire. Un autre candidat, donc les autres candidats sont aussi là pour servir. Un des trois autres. Un des trois autres, voilà, Slutsky. Non, c'est pas une parodie de scrutin, c'est un scrutin important pour Poutine, mais ce n'est pas un scrutin démocratique au sens où il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'alternance possible. Le scrutin est totalement orchestré et verrouillé. Mais pourquoi devoir passer alors par le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire une élection au suffrage universel, pour asseoir finalement une autocratie ? Alors, effectivement, l'histoire est pleine d'exemples identiques, y compris dans notre propre pays. On ne va pas faire l'analyse politique. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit votre correspondant à Moscou, qui disait qui a montré cette image où on voit le jour on va voter pour la Russie. Hein, et hier, Poutine ou avant-hier a appelé à un vote par acte de patriotisme. Donc le vote, c'est un rite, hein, c'est une sorte de rite civique. On est un bon citoyen, on va voter. Et on va voter pour un des 4 candidats qui est en lice. Au fond, on sait très bien qui va l'emporter. Et c'est un acte de patriotisme, c'est un acte de loyauté à l'égard de l'État. C'est pas du tout un acte de choix démocratique, etc. Donc c'est tout à fait bien défini. Et je dirais, pour ajouter aussi qu'effectivement, il n'y a pas d'opposition à l'intérieur du Parlement, pas de réelle opposition en tout cas en matière de politique étrangère ou de défense, ça c'est clair. Il peut y avoir des dissensions ou des oppositions en matière économique et sociale, mais aujourd'hui, on est dans une phase que j'appellerais le poutinisme de guerre, où il s'agit de convaincre du bien fondé de cette guerre et de continuer à convaincre. Et je dirais que l'inquiétude des citoyens russes, elle n'est pas liée aux répressions qui sont menées contre l'opposition, qui au fond sont connues d'une partie de la population, mais largement en fait méconnues, voire ignorées, voire laisse indifférente une grande partie de la majorité de la population. Mais par contre, ce qui inquiète les Russes, c'est de savoir s'il y aura ou non une deuxième vague de mobilisation dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose qui ne transparaît pas dans la campagne, mais qui est en filigrane de toutes les déclarations de Poutine. En 2018, Vladimir Poutine avait remporté cette présidentielle avec plus de 76% des voix. Aujourd'hui, le Kremlin annonce clairement vouloir au moins atteindre 80%. Quel est l'enjeu finalement ? Est-ce que c'est pour montrer, pour asseoir davantage auprès de la population russe son assise et puis son bien fondé de cette opération spéciale militaire menée en Ukraine ? Absolument, je pense que l'opération spéciale est dans toutes les têtes et dans celle de Poutine en premier lieu. Effectivement, un score, presque soviétique. Alors les scores soviétiques, c'est au-dessus de 95%. Là, on est quand même en dessous, mais aurait un impact, interne, appuierait le sentiment de légitimité de cette opération spéciale qui, les sondages le montrent, est légitime. Néanmoins, ce que les sondages montrent aussi, c'est que les Russes veulent la paix. Voilà. Alors, ils soutiennent la guerre tant qu'elle est pour l'instant, mais si la paix pouvait intervenir, ils seraient tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier que c'est une guerre très paradoxale qui est menée au nom de la défense de la Russie, mais qui a un caractère offensif et qui frappe, et dont les premières victimes, si j'ose dire, l'ennemi direct, sont des Ukrainiens qui sont difficilement, pour la population russe, considérés. C'est difficile de les prendre pour des ennemis. Et donc il y a cette ambiguïté de la guerre en Ukraine. Dans l'opinion publique russe, elle est très forte, et je pense que les élections la servent à mobiliser l'électorat et le grand public russe derrière cette guerre, derrière cette ligne. Après, il y a aussi la propagande qui a fait croire, qui continue de faire penser à la population russe que c'est non pas l'agresseur, mais que la Russe a été agressée. Oui, alors il y a eu la propagande, mais il y a aussi les sanctions occidentales. Et les sanctions occidentales qui ont été ressenties en Russie comme étant des sanctions non pas contre le pouvoir ou contre les dirigeants ou contre certains oligarques, mais des sanctions dirigées contre le peuple russe. Et ça a été très mal perçu. Ces sanctions occidentales ont été extrêmement mal perçues par la population.
Même s'il n'y a eu pas de conséquences finalement sur l'économie russe. Il n'y a pas eu d'immenses conséquences sur le peuple russe parce que les sanctions ont été bien préparées du côté du pouvoir. Mais néanmoins, il y a eu aussi autour de ces sanctions et du discours politique qui l'ont accompagné, un discours qui a été bien relayé d'ailleurs en Russie, un discours occidental, officiel, très hostile à la Russie qui a été perçu comme hostile au peuple, hostile à la culture, hostile à ce que les Russes sont et non pas hostile simplement à Poutine et à son entourage. J'ai une dernière question concernant Alexeï Navalny. Donc aujourd'hui, à titre posthume, peut-être que dimanche, les opposants iront à midi voter contre Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'avait souhaité l'opposant numéro 1 lorsqu'il était encore en vie. Aujourd'hui, on a cette élimination, cette vague de répression, toujours cette élimination des opposants. On se pose toujours la question de savoir si on n'a pas peur de ces opposants, on ne les élimine pas. Pourquoi Vladimir Poutine le fait-il? Est-ce que, même si on n'a pas de preuves, bien évidemment, pour l'instant, mais est-ce pas finalement plus preuve de faiblesse que de puissance? Oui, c'est ça. Preuve de faiblesse, c'est la preuve que la légitimité n'est jamais tenue pour acquise. En dépit d'un système que j'appelle l'administration politique en Russie, c'est-à-dire le contrôle de la vie politique par l'administration fédérale et les administrations générales et par l'État, il y a toujours la crainte du grain de sable. Hein. Et le grain de sable, on l'a vu se produire parfois, même localement et de manière régionale. Tout d'un coup, un gouverneur qui n'est pas celui du pouvoir central est élu à la tête d'une région et on a une mobilisation ou une opposition ou un discours critique qui se cristallise. Donc je pense qu'effectivement, on n'est pas sûr de soi. Alors je ne sais pas s'il y a un sentiment de faiblesse, je n'irai pas jusque-là, mais on n'est pas sûr de soi. Rien n'est jamais acquis. Même en Russie. Même en Russie. Merci beaucoup Jean-Robert Ravieux. J'en profite pour signaler votre dernier livre, Le logiciel impérial russe aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.